Bonjour, très heureux de vous retrouver donc pour ce nouveau cours, ce cours numéro 4 de motorisation, au cours duquel donc, nous allons traiter du traçage des épures de distribution et des courbes de variation pression-volume à l'intérieur de l'enceinte thermique, donc au-dessus du piston, pour un cycle Baudot-Rochas théorique. Voilà. Ce cours a pour objectif de vous permettre d'interpréter et de visualiser déjà ces deux éléments, donc l'épure circulaire et le graphique de variation pression-volume. On le verra de deux façons, à plat et condensé, et ensuite d'avoir des notions de valeurs qui concernent les valeurs de pression et les valeurs donc de force, de travail positif, de travail négatif. Donc, tout cela sera abordé au cours de ce cours. Comme d'habitude, un petit rappel sur la maintenance. Donc un système mécanique est composé d'éléments qui ont un mouvement les uns par rapport aux autres ou pas. Donc il peut y avoir mouvement relatif ou pas. Dans le cas d'un mouvement relatif entre deux pièces, il y a obligatoirement donc du jeu. Qui dit du jeu dit obligatoirement du contact aussi entre les pièces, de l'usure, puisqu'il y a du frottement, de l'usure, donc point de maintenance. Qui dit aucun mouvement entre deux pièces, dit obligatoirement contact entre ces deux pièces, serrage, puisque c'est une liaison complète entre les deux, elle peut être démontable par du serrage ou complète par soudure, ou sertissage, et auquel cas, il va y avoir également un point de maintenance. Il est probable que s'il n'y a pas de mouvement entre les deux pièces, il y a peut-être un problème d'étanchéité. Il peut y avoir de l'étanchéité. Donc c'est un point de maintenance, c'est donc à vous, en tant que mécano, de venir vérifier tout cela. Qui dit aucun mouvement ou mouvement relatif entre deux pièces, dit obligatoirement point de maintenance et point de défaillance probable. En cas de diagnostic, c'est peut-être à ces endroits-là qu'il va falloir d'abord commencer à se poser des hypothèses de probabilité de panne. Alors, petit rappel sur le cycle théorique de Baudot-Rochas, un temps égale une course égale 180 degrés de rotation du vilebrequin. Une course égale un diamètre, dont la valeur de la course, c'est dans la distance entre le point mort haut et le point mort bas, égale le diamètre que le maneton génère autour du vilebrequin. Chacun des quatre temps débute ou termine à un point référence, donc point mort haut ou point mort bas. Tous les événements sur le cycle théorique se réalisent à un point référence. Donc, les ouvertures, les fermetures, les étincelles se feront soit au point mort haut, soit au point mort bas. Je rappelle que les points référence, donc, c'est le point mort haut, PMH, point mort bas, PMB. Les événements, on a l'ouverture du conduit d'admission, OA, ouverture, admission, fermeture conduit d'échappement, FA, fermeture, admission, on a l'allumage par étincelle, A, on a l'ouverture du conduit d'échappement, OE, fermeture du conduit d'échappement, FE. Les quatre temps, pour mémoire, donc, sont l'admission, pour le premier temps, deuxième temps, compression, troisième temps, combustion détente, quatrième temps, échappement. Alors, petit rappel aussi sur le cycle de Baudot-Rochas et à quoi servent les divers temps. Donc, le premier temps, c'est l'admission. Ce temps a pour objectif donc, de remplir l'enceinte thermique en mélange carburé, c'est de l'air et de l'essence à l'état de vapeur. Il débute à l'événement OA, donc à l'ouverture du conduit d'admission. Cette ouverture se fait au PMH, au point référence PMH, et va aller donc, va durer jusqu'au point mort bas au moment de la fermeture du conduit d'admission FA. Durant ce temps, le piston va descendre, le volume au-dessus du piston va augmenter, la pression au-dessus du piston va donc diminuer, le mélange qui est à l'extérieur de l'enceinte thermique est aspiré dans l'enceinte thermique. Le temps se déroule en espace ouvert sur l'extérieur. Deuxième temps, compression. Ce temps-là a pour objectif d'optimiser le potentiel énergétique du mélange carburé qu'on vient de rentrer dans notre enceinte thermique. Donc c'est une mise en pression et une mise en température de ce dernier. Il débute donc à l'événement fermeture du conduit d'admission, c'est-à-dire quand l'admission est terminée, simultanément la compression
commence. Hein. Donc on démarre au point mort bas et le temps de compression va se terminer au moment du début de la combustion détente, donc de l'étincelle. C'est un autre événement qui se produit au point mort haut. Donc le piston va du point mort bas au point mort haut, donc il monte, le volume au-dessus du piston diminue, la pression au-dessus du piston va augmenter. À noter que cette valeur de pression en fin de compression, c'est son terme, va être aux alentours des, allez, on va dire entre 8 et 15 bars de pression à l'intérieur de l'enceinte thermique au-dessus du piston avant la mise à feu du mélange carburé. Donc dans cette phase-là, dans ce temps-là, le mélange donc est comprimé et le temps, donc la phase de compression, se déroule en espace clos. Il n'y a aucune relation entre l'enceinte thermique et l'extérieur de l'enceinte thermique. Troisième temps, le temps combustion détente, qu'on appelle également temps moteur. C'est durant ce temps-là que on va générer le couple moteur, celui qui va permettre à la roue de tourner. Donc ce temps a pour objectif d'optimiser la détente des gaz générés par la combustion du mélange carburé. Donc on va mettre à feu le mélange optimisé par la compression. On va le mettre à feu. La détente des gaz va générer une montée violente de la pression au-dessus du piston. Et cette montée des gaz due à cette détente de ces derniers va propulser de façon la plus rapide possible en donnant une accélération maximale au piston pour générer une force elle aussi maximale sur le vilebrequin. Et de cette force exercée par le piston sur la bielle et la bielle sur le vilebrequin, cela va générer un couple en sortie de vilebrequin et c'est ce couple-là que l'on va récupérer pour faire tourner la roue arrière. Il débute donc à l'événement A, l'allumage, donc l'étincelle. Il va se terminer quand l'échappement va commencer, donc à l'ouverture du conduit d'échappement en OE. Durant cette phase-là, le piston va descendre, donc on va aller du point mort haut au point mort bas. Le volume au-dessus du piston va augmenter. La pression au-dessus du piston va diminuer durant cette phase. Le mélange est totalement brûlé, donc on a rentré du mélange propre, avec un potentiel énergétique. Durant la deuxième phase, dont la compression, on a optimisé sa valeur énergétique, et ensuite on va récupérer donc la quantité de chaleur produite par la combustion, donc pour générer une variation de pression importante au-dessus du piston. On va être de l'ordre de 40 bars au-dessus du piston au moment de la mise à feu du mélange. Et donc on va récupérer cela et au final, quand on aura terminé cette phase de combustion détente, on va retrouver à l'intérieur de l'enceinte thermique des résidus de combustion. La phase va se dérouler évidemment, elle aussi, comme la compression, la combustion détente va se dérouler en espace clos. Quatrième et dernier temps, l'échappement. Alors ce temps a pour objectif de nettoyer le cylindre de tous les résidus de combustion afin de ne pas altérer le nouveau mélange qu'on va rentrer pour le nouveau cycle. Donc on va évacuer tous les gaz, les résidus à l'extérieur de l'enceinte thermique. Et donc ça va débuter à l'ouverture de l'échappement. Cet événement va se déclencher au point mort bas, en théorie évidemment, et va se terminer au point mort haut, à la fermeture du conduit d'échappement. Durant ce temps-là, le piston, lui, va remonter, le volume au-dessus va diminuer, la pression va réaugmenter, mais c'est surtout que l'on va mettre en mouvement les résidus de combustion, les gaz de résidus de combustion, pour les évacuer à l'extérieur de l'enceinte thermique. Durant ce temps-là, les gaz vont être poussés à l'extérieur et notre enceinte thermique va fonctionner en espace ouvert sur l'extérieur. Alors, on va regarder un petit peu maintenant comment on trace une épure circulaire. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une épure circulaire? C'est une représentation graphique du cycle de fonctionnement. Chaque temps est représenté par un arc de cercle, et l'ensemble de ces arcs de cercle, dont l'arc de cercle admission, compression, combustion détente, échappement, va former un escargot. Donc on va d'abord tracer deux axes, un vertical et un horizontal. On va indiquer le sens de rotation de notre épure circulaire. De là, on va indiquer également les points morts hauts et les points morts bas. Donc les points références durant lesquels il va se produire quelque chose. Je vous rappelle que dans le cycle théorique,
tous les événements se produisent tous sur un point référence. Hein. Donc on les indique. L'admission va commencer à OA, donc à l'ouverture du conduit d'admission. L'admission se terminera donc à la fermeture du conduit d'admission. L'ouverture se fait au point référence, point mort haut. La fermeture se fait au point référence, point mort bas. Entre les deux, bien, je vais tracer un arc de cercle qui va représenter l'admission, donc avec sa durée angulaire, une durée angulaire donc qui va faire 180 degrés. C'est normal puisqu'on est dans un cycle théorique et que l'on a indiqué que tous les événements se produisaient sur des points références et donc tous les temps partent d'un point référence et vont jusqu'à un autre point référence. C'est la raison pour laquelle la durée est de 180 degrés, donc la valeur d'une course d'un demi-tour de Villebrequin. On va continuer ainsi à positionner les autres événements. Alors l'événement qui suit la fermeture du conduit d'admission, c'est l'allumage, donc l'étincelle, qui va se situer, elle, aux abords du point mort haut, et on va tracer l'arc de cercle de compression, donc qui lui aussi va faire 180 degrés. Vous remarquerez que l'on rentre à l'intérieur maintenant. Hein. On est passé à l'intérieur, on a mis en extérieur l'admission, hein, et puis à l'intérieur, on rentre et on attaque la compression, mais les deux temps font tous les deux 180 degrés. Je place maintenant ce qui va clôturer le temps de combustion détente, puisque la combustion détente se terminera quand l'échappement va commencer, donc à l'ouverture de la soupape d'échappement. Cette ouverture donc se déclenche au point mort bas, donc je positionne mon OE, donc mon ouverture du conduit d'échappement, aux abords du point mort bas et je trace à l'intérieur, toujours en rentrant, hein, en allant vers le centre de mes deux axes, eh bien, je vais tracer ma combustion et je vais indiquer sa valeur angulaire. La valeur angulaire de la combustion dans le cycle théorique de Baudrochat est de 180 degrés. Je vais clôturer tout cela par l'échappement. Hein. L'échappement donc commence à OE, évidemment, à l'ouverture du conduit d'échappement au point mort bas, et va se terminer en fermeture du conduit d'échappement qui va se déclencher au point mort haut, point référence, point mort haut. Donc je l'indique et je clôture. Là aussi, je suis rentré à l'intérieur et j'ai fait donc un escargot concentrique hein, qui va me permettre donc très rapidement de visualiser combien durent mes phases de fonctionnement, donc mon temps admission, mon temps compression, et ainsi de suite. Alors, pourquoi il est important d'utiliser toujours ce point référence, hein, dire qu'on ouvre l'admission au point référence, point mort haut, où on ferme l'admission au point référence, point mort bas. Parce que vous allez voir que dans le cycle réel, on va introduire des notions d'avance et de retard. Les avances et les retards sont toujours par rapport à un point référence. Donc, si je dois ouvrir, si j'ai de l'avance à l'ouverture admission, eh bien, je vais débuter mon arc de cercle avant le point mort haut. Et si par contre je dois terminer mon admission après, donc avec du retard à la fermeture admission, eh bien je vais passer le point mort bas et c'est après que je vais donc en retard par rapport au point mort bas que je vais tracer et on vous donnera à ce moment-là des degrés. Mais vous verrez quand on en sera là, ce sera l'objet de notre prochain cours où on va tracer des épures réelles hein, de fonctionnement d'un moteur. Eh bien vous verrez qu'on introduira ces notions d'avance et de retard, mais d'ores et déjà, sachez que l'avance et le retard, c'est toujours avant ou après le point référence de l'événement. Si l'événement se produit au point mort haut, ben c'est avant le point mort haut ou après le point mort haut, en avance ou en retard. Et si c'est par rapport au point mort bas, eh bien on est soit en avance par rapport au point mort bas, soit en retard par rapport au point mort bas. Bon, on va regarder maintenant la variation de pression. On va tracer la courbe de variation de pression-volume. C'est bien sûr toujours pareil, hein, la variation théorique. Hein. Et donc, on va faire d'abord une version condensée. Vous allez voir pourquoi on en a besoin de faire une version condensée. Alors, c'est un graphique donc où on va avoir une courbe qui va monter, qui va descendre. Hein, mais cette courbe-là, elle va monter, elle va descendre en fonction de certains critères, de certains paramètres. Les premiers paramètres sur lesquels on va intervenir, c'est sur le volume. Hein, sur le volume, évidemment, on ne va parler que du volume au point mort haut et au point mort bas. Donc notre courbe va s'inscrire entre
ces deux repères, le repère du point mort haut et le repère du point mort bas, et entre ces deux, eh bien, on va avoir des variations de pression qui vont se réaliser. On ne dépassera jamais d'un côté, ni jamais de l'autre. Donc on va bien rester à l'intérieur de ces deux repères verticaux. Au niveau horizontal, on va avoir une première pression référence, c'est la pression atmosphérique, équivalent à un bar, à peu près. On va avoir ensuite une deuxième pression, c'est celle qui va régner dans l'enceinte thermique à la fin de la compression, avant la mise à feu. Et puis ensuite, il va y avoir une troisième pression, qui est la pression maximale que l'on va retrouver dans l'enceinte thermique. C'est cette pression donc, qui est générée par la combustion du mélange carburé, et donc c'est ce qu'on appelle la pression maxi. Donc, notre courbe va se retrouver enfermée entre, au niveau supérieur, donc à l'étage supérieur, la pression maxi, et le zéro entre le point mort haut et le point mort bas, donc on va se retrouver là. Au niveau vertical, on va se retrouver là-dedans, et au niveau horizontal, on va se retrouver entre le point mort haut et le point mort bas. Alors, l'admission commence en OA, donc on va dire qu'on est à la pression atmosphérique théoriquement. Dans le cycle théorique, on fait abstraction de tout ce qui est dilatation, température, densité et élasticité de la veine gazeuse. Pour Baudot-Rochat, au niveau théorique, c'est des blocs qu'on déplace avec une température qui est uniforme partout, ce qui n'est pas vrai du tout, et avec une densité de mélange carburé qui est égale partout, ce qui n'est pas vrai non plus. Donc on va avoir théoriquement OA qui va être donc à la pression atmosphérique qui va démarrer au point mort haut. On va avoir FA, la fermeture de l'admission qui va se faire donc à une pression inférieure que la pression atmosphérique, pour la bonne et simple raison, c'est que le volume a augmenté dans le cylindre, donc la pression a baissé. Donc je peux vous donner même un ordre d'idée de pression, on va être aux alentours, en fin d'admission, on va être aux alentours des 0,4 bar, donc 40% de la pression atmosphérique. Donc on descend de 60% en pression par rapport à la pression atmosphérique durant la phase d'admission. Il est évident que cette valeur-là, elle va dépendre de deux choses. Elle va dépendre d'abord de l'étanchéité entre le cylindre et le piston, évidemment, et elle va dépendre également de l'ouverture du boisseau. Mais on y reviendra. Boisseau ou volet des gaz, suivant ce que vous l'appelez. Au niveau de la compression, donc elle va se terminer la compression au moment de l'étincelle. L'étincelle se produit au niveau du point mort haut, et on a déjà indiqué par une horizontale donc la valeur de pression de fin de compression. Je vous le rappelle, c'est entre 10 et 15 bars suivant les moteurs. Donc on a la deuxième partie de notre courbe qui est la courbe de compression, qui est la variation de pression durant la compression, et on voit bien que là le volume diminue et la pression augmente dans l'enceinte thermique. Je mets le feu, donc je passe à la troisième phase qui se terminera en OE, et là on voit qu'on a une montée violente, de pression, et puis ensuite on va descendre tranquillement en pression, donc ça va se calmer doucement mais sûrement. Mais comme on est en vase clos, évidemment qu'on va avoir une descente qui va être relativement linéaire et faible. On ne va pas venir à la pression atmosphérique en fin de combustion détente. Il restera encore de la pression au-dessus du piston à la fin de la phase donc de combustion détente. On ouvre l'échappement, À partir de là, je rentre dans ma phase échappement. Et si je regarde bien, ma phase d'échappement va se terminer à la fermeture du conduit d'échappement qui se produit au point mort haut. Et on peut dire que quand on arrive en fin d'échappement, le cylindre est revenu à la pression atmosphérique. Donc on voit bien que le volume s'est réduit, on a repoussé les gaz d'échappement à l'extérieur et on a remis l'enceinte thermique telle qu'elle était au tout début du cycle, c'est-à-dire à la pression atmosphérique et propre. Voilà. Alors, pourquoi on trace ces courbes-là? Parce qu'on a besoin de savoir deux choses. Est-ce que le moteur que je suis en train de faire est un moteur qui va produire beaucoup et consommer peu en énergie mécanique pour le fonctionnement, pour son propre fonctionnement, ou alors le contraire, est-ce qu'il produit beaucoup et il consomme peu, ou alors il consomme beaucoup et il produit peu. Donc on va tracer deux aires, on va tracer deux aires, une aire de travail positif, bon là ça c'est les phases que je vous remets en fonction des positions de piston,
Donc on va avoir ces deux aires qui vont être l'aire de travail positif, donc qui va être la partie supérieure, hein, dans cette partie enfermée entre compression, échappement et la combustion détente. Ça va nous tracer une aire et on va regarder cette surface. Il faut que cette surface, évidemment, soit la plus importante possible. Et ensuite, on a le travail négatif, celui qui résiste, celui dont a besoin le moteur pour fonctionner, hein, pour pouvoir réaliser son cycle. C'est-à-dire que c'est en fait, si je disais que mon aire de travail positif représenterait 100 chevaux et que en bas j'en ai 10, ça veut dire que dans l'aire rouge j'en ai 10, ça veut dire qu'il ne m'en reste plus que 90 pour la roue. Donc ce qui fait qu'on va toujours regarder ces proportions entre l'aire de travail positif et l'aire de travail négatif. Et à partir de là, on va pouvoir déduire si le moteur consomme beaucoup d'énergie pour son fonctionnement ou au contraire consomme peu. Alors quand on fait une préparation moteur, hein, on va travailler sur effectivement l'agrandissement de cette aire positive, hein, et la réduction de l'aire négative, mais d'abord on va travailler sur la réduction de l'aire négative. C'est-à-dire donc on va essayer de mettre en place un diagramme de distribution, c'est-à-dire la distribution, je vous le rappelle, hein, c'est la synchronisation des phases, des temps, en fonction de la position du piston. On va regarder en travaillant là-dessus, à essayer de faire en sorte qu'on ait le moins possible de pertes et qu'on ait un gain maximal. Donc ça va servir à ça. Mais on le verra durant votre scolarité, vous verrez l'utilisation qu'on peut avoir de cette courbe-là. On a une autre variante de cette courbe de variation pression-volume que moi j'aime bien particulièrement, c'est celle à plat. C'est-à-dire que non, au lieu de réduire notre courbe à l'intérieur simplement du point mort haut, du point mort bas, eh bien on va étaler sur tout le cycle, donc sur les deux tours, on va dispatcher nos points morts hauts et nos points morts bas. Ça va donner ça. Voilà. Je vous rappelle que vous avez, sur votre document de travail, déjà les empreintes qui sont faites dessous, donc vous n'aurez plus qu'à reprendre pour éviter que ça soit un peu n'importe quoi au niveau du tracé. Je vous ai pré-tracé les structures afin que vous puissiez réaliser un traçage de courbes qui soit un peu uniforme les uns par rapport aux autres. Donc on a sur ce graphique toujours pareil, donc on va avoir tout le cycle complet en termes de degrés. Donc on a bien 720 degrés de cycle de fonctionnement total, hein, c'est donc 2 tours de Villebrequin, c'est bien ce qu'on a dit, et donc ça va de 180 à 360, 540 et 720. Vous verrez que dans la réalité, le cycle ne se fait pas en 2 tours, il se fait avec un petit peu plus de degrés que 720 degrés. Alors pareil, on va positionner, donc ça c'est les montées et les descentes de nos pistons, on va positionner nos points, nos événements par rapport aux points référence, donc OA au PMH, FA au PMB, A au niveau du PMH, OE au PMB et FE au PMH. Voilà. Et donc à partir de là, je vais tracer mes courbes, donc mon admission, donc ici, compression, combustion détente et ensuite échappement. Voilà. Alors, pourquoi cette courbe-là? Pourquoi c'est important que dès le début de votre formation, vous y soyez confronté à cette courbe-là? Parce que vous allez voir que on a un outil de diag dans l'atelier qui s'appelle l'Indiana et qui nous permet de tracer la courbe de variation de pression dans la pipe d'admission. Et donc, cette variation cette courbe de variation de pression à l'intérieur de la pipe d'admission, elle est dessinée par nos appareils, par l'Indiana ou par le Gutman, il le fait aussi. Eh bien, on va avoir sur un cycle complet, donc sur 720 degrés ou 740 degrés ou 760 degrés suivant les moteurs. Donc, vous allez avoir déjà cette forme-là de courbe, donc je voulais que immédiatement cette courbe-là ne vous soit pas étrangère et que le jour où vous serez confronté à l'exploitation, à l'interprétation de cette courbe de variation de pression à l'intérieur de la pipe, eh bien vous puissiez déjà être familiarisé avec cette forme-là et cette expression-là du cycle sur l'intégralité de ces degrés. À noter que sur les systèmes d'injection, ce critère-là, ce paramètre-là, pression à l'intérieur de la pipe d'admission, est un critère important dans la gestion du mélange, dans la gestion donc du dosage. Grâce à cela également, quand vous aurez l'habitude de l'utiliser, l'Indiana,
c'est la courbe, ce qu'on appelle la digitalisation, c'est en fait dans cette courbe de variation de pression. Ça va vous permettre de déterminer si votre moteur déjà est en état sans prendre de compression. Et ça va vous permettre également de vérifier si les jours sous pape sont bons également, s'il n'y a pas des fuites à l'admission, à l'échappement et ainsi de suite. Donc c'est un outil de diag, cette courbe de digitalisation est pour les mécanos vraiment une mine d'or dans le diagnostic, sans démonter, en simplement branchant un tuyau d'air sur une pipe d'admission. On peut rentrer à l'intérieur du moteur sans grands efforts et on va pouvoir visualiser un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de l'enceinte thermique, mais tout cela au travers de la variation de pression à l'intérieur de la pipe d'admission. Donc c'est super intéressant. Voilà pour ce petit cours donc sur l'épure circulaire et sur la courbe de variation de pression-volume. J'espère que ça vous a plu. Lors de nos prochains cours, on passera maintenant un petit peu sur les cycles réels de fonctionnement et non plus sur le cycle théorique. Mais je vous rappelle que ce cycle théorique, si vous ne le maîtrisez pas, vous ne comprendrez pas le reste donc des cycles, notamment les cycles réels. Et si un jour vous êtes amené à faire de la préparation moteur, eh bien, il va falloir maîtriser absolument le traçage des épures et le traçage des courbes de variation de pression. Voilà pour aujourd'hui. Vous devez donc compléter ce document que vous avez, et puis on vérifiera si c'est correctement rempli, et auquel cas on y reviendra si nécessaire. Ça va peut-être appeler chez vous certaines questions. N'hésitez pas à me laisser des questions sur cette vidéo, donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.